On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la mise à jour du règlement concernant l'abattage des arbres. Très important d'écouter ça dans quelques minutes. Mais d'abord, eux, ils ont gagné leur pari. Ce sont les frères Lagagnère qu'ils ont fondé il y a 10 ans, La Gabière. Voilà un anniversaire pas comme les autres. La Gabière, une entreprise d'ici, qui a pris naissance presque jour pour jour il y a 10 ans. Avec nous, les deux fondateurs, les deux frères Lagagnère. D'abord, Francis, salutations. Salut. Sébastien, bienvenue. Salut, merci. 10 ans plus tard, y croyez-vous? Oui, bien là, ça se fait une journée à la fois, mais l'avoir dit, il y a 10 ans, qu'on serait là 10 ans plus tard, on l'espérait, mais on est bien content. Mais ça a pris une trajectoire qui n'était peut-être pas celle qui était attendue. Ah non, c'est sûr qu'on s'en rappelle, mais il y a 10 ans, jamais qu'on pensait qu'on ouvrirait une usine, premièrement. Pas deux, encore moins deux. Puis, c'est ça. On est juste content, honnêtement, de la tournure des choses. Puis, on est bien fiers du progrès parcouru depuis. Rappelez-nous les premiers balbutiements. Le projet a commencé de quelle façon? L'idée est arrivée de quelle façon? Bien, ça a commencé, nous, en fait, c'est dans le garage. Comme bien des brasseries, on brasse dans le garage, dans le cabanon. On se fait des recettes, on aime ça. Puis l'idée d'avoir un brewpub nous travaillait tout le temps. Puis on s'est dit, crime, pourquoi pas, dans le fond. Là. Puis c'était en se promenant sur la rue Richelieu qu'à un moment donné, on a vu un local ici. On faisait nos études, nous autres, à l'UQAM, en administration. Puis on se faisait un devoir, un plan d'affaires pour partir un brewpub. Puis ça s'est fait, on a signé un bail. Puis il y avait pas de... On ne pouvait pas revenir en arrière. Fait qu'on est allé de l'avant. Puis ça a commencé comme ça. Une bonne idée, certes. Ça prend un plan d'affaires, un montage financier. Comment on a réussi à lancer l'entreprise? En faisant bien des choses nous-mêmes, mettons. On s'en rappelle un peu. On est en train de faire des rénos dans notre pub, justement, qu'il y a 10 ans. Là. Puis, tu sais, ouvert un pub avec 150 000 $, je pense, d'investissement. Ça a été de la job, incluant les équipements, puis tout, en travaillant nous-mêmes, dans le fond, à faire des travaux, puis à tout installer nous-mêmes. Bien, quand on a fait la publication, il n'y a pas longtemps, sur les médias sociaux pour annoncer le 10 ans, je suis allé déterrer toutes les photos d'archives, justement. Puis, mon Dieu, je ne referais pas ça aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait pour démarrer l'usine, là, il n'y avait rien. On avait 4 murs, il n'y avait pas de chauffage. Il fallait ouvrir l'entrée, faire rentrer une entrée d'eau dans la rue, ouvrir la rue Richelieu. Il y a à peu près rien qu'on n'a pas fait dans ce local-là. Là. On a sablé des murs, mis de la céramique. On a sablé, on a nettoyé des murs de briques, on les a vernis. Est-ce à dire que vous êtes arrivé comme dans un bon moment, un bon timing, où il y avait, de la part des consommateurs, une ouverture vers les microbrasseries, visiblement, vers des produits alternatifs. Vous avez fait le pari d'arriver ici dans le centre-ville, de bâtir quelque chose, quand même, un bon investissement. Mais est-ce que pour vous, vous étiez comme arrivé au bon moment? Oui, absolument. Ça, c'est clair et net dans nos têtes. Le marché a beaucoup évolué depuis. C'était un bon moment pour le pub. Ça a été un bon moment aussi pour la première usine qu'on a ouverte parce que il y avait encore pas... Il y avait beaucoup de joueurs, mais il n'y avait pas tant que ça. Puis les premières bières qu'on sortait, nous, de l'usine, les détaillants, on n'appelait personne. Ils nous appelaient, ils prenaient toutes nos bières, toutes les nouveautés. Il y avait plein de dépanneurs à ce moment-là qui se vantaient d'avoir toutes les bières du Québec sur leur tablette. Aujourd'hui, c'est absolument impossible de faire ça. Il n'y a aucun dépanneur qui peut prétendre ça parce qu'il y a trop de joueurs, il y a trop de nouveautés, il y a trop de bières. Fait que là, c'est un petit peu plus difficile. Mais à l'époque, on était timing idéal, je pense. C'était embryonnaire encore. Tu sais, les IGA, les grosses épiceries commençaient à avoir des sections bières un peu plus étoffées. Puis c'était plus facile de rentrer ces tablettes. Maintenant, c'est... Mais au départ, quand vous avez ouvert le pub ici, je me rappelle, on s'en était parlé en studio. Tu sais, vous m'aviez dit que vous vouliez que ça reste comme ça, à petite échelle et tout ça. Puis là, finalement, vous vous êtes laissé tenter par l'idée d'avoir une usine, puis de produire, puis d'avoir le local du côté d'Iberville. C'était quoi l'élément déclencheur qui vous a fait changer d'idée sur cette orientation-là? À force de se faire dire tous les jours par des clients qu'ils ne peuvent pas avoir nos bières chez eux. On voudrait l'acheter, Oui, c'est ça. On se faisait dire quasiment tous les jours. Il y avait ça, puis on manquait de bière l'été, surtout. On a un petit système de brassage au pub quand même, puis on ne fournissait pas l'été dans le temps des festivals. Le but, ça a été d'ouvrir une petite usine, fournir le pub pendant l'été. Finalement, là, c'est parti. OK, mais au début, dans le fond, le local que vous aviez loué, c'était juste pour produire plus pour le pub. Bien, on voulait aussi en vendre localement, écouler ce qu'on voulait, mais on n'avait pas l'ambition de se dire on va faire tout ce qu'on peut pour inonder le Québec.
C'était vraiment, on va arrêter de manquer de bière. L'over, ben, ça va être facile à écouler, on n'en fait pas trop, c'est autour. Mais là, on n'appelait pas personne, on n'appelait pas de clients. C'est les clients qui nous appelaient puis disaient j'en veux tout. On en manquait tout le temps, fait que, on répondait à la demande. Donc, vous avez réagi à la demande. Ouais. C'est un peu ça. On voulait pas manquer de bière. T'sais, le but, ça a toujours été de pas manquer de bière, puis on a toujours manqué de bière. Pendant les 9 premières années. Là, c'est pas un problème. Puis là, on n'en manque plus. Depuis que l'usine est ouverte, la nouvelle, c'est la première fois depuis que l'usine est ouverte qu'on a vraiment... ce qui décide quelle vente on fait, c'est la demande, c'est pas la production. Parce qu'avant, c'était seulement tout ce qu'on est capable de produire, ben on le fait. Il y a des temps qu'on faisait 100% que de la tamailleur à l'usine. Ça se vendait au complet, on en manquait, il y avait du monde qui était fâché. Ben coudonc, on ne peut pas faire autrement. Fait que ça a toujours été ça. Parlez-moi de l'usine ou des usines, bref, de toute cette transformation-là, parce qu'au départ, oui, on loue un local pour produire davantage, mais là, aujourd'hui, c'est une véritable industrie, votre affaire. Là. Ouais. Ben, on grossissait par en dedans dans le local qu'on avait loué. Au début, on avait de la place. On pouvait jouer au baseball quasiment dans l'usine tellement il y avait de l'espace. On s'est dit, on va être bon pour 25 ans, cette place-là. Là, on grossit par en dedans. Là, on ajoute une cuve pour faire... à toute fois qu'on achète un fermenteur, on se gagne de la capacité de plus. Puis là, un autre. À un moment donné, 3 autres, 5 autres. Là. À un moment donné, on en achète 2 quadruples. Là, il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? Ça prend une chaîne d'emballage aussi. La chaîne d'emballage est plus assez grosse pour fournir, vider une cuve en une journée. Fait que là, tu veux une grosse chaîne d'emballage, tu n'as plus de place à cause que les cuves sont là. Puis, en tout cas... Manque de place. Tu as des clients qui en veulent, tu n'en as pas. Tu as des opportunités d'exportation, d'autres contrats qui t'approchent. Puis rendu aussi à une certaine grosseur que tu es moins adapté aussi à une production grosse comme on est là. C'était pas un local... super adapté pour une brasserie. Et là, la nouvelle usine que vous avez est fonctionnelle depuis combien de temps? Depuis novembre 2021. Ça fait... Ben, tu sais, on était ça fait un an à peu près que le rodage est à peu près complété. Là. Combien de pieds carrés? 23 000. 23 000 pieds carrés. 23 000 pieds carrés. Ouais. Là, vous avez combien d'employés? On est un petit peu plus que 50. Puis en ce moment, ben, on n'a pas d'employés au pub parce qu'il est en rénovation, mais seulement usine, vente, un peu partout au Québec, on est 50. C'est rendu une grosse entreprise à gérer, là. Oui, quand même. Une belle structure, quand même. Là, c'est rendu, on peut tout faire. Ouais. Ça, c'est un défi en soi. Comment avez-vous réussi à diviser les tâches selon vos compétences respectives, déléguer à d'autres personnes, parce que vous ne pouvez pas juste 2 gars faire tout ça tout seul. Comment avez-vous, comment je dirais, établi cette transformation-là au fil du temps où l'entreprise grossissait, si on veut? Les départements se créaient pas mal de l'interne. On avait besoin d'aide à un moment donné sur les ventes. Bien là, on engage un directeur des ventes, mais après ça, la production, on a délégué une partie de la production. Là, maintenant, on est rendu qu'un département RH, un département marketing. Le tournant s'est fait il y a 2 ans à peu près, là, quand le projet de construction aboutissait, puis que là, elle n'était pas commencé encore, mais les plans, le terrain était acheté, tout ça, on s'est dit, bon, ben là, avec le projet d'usine, il faut vraiment qu'on se pogne un directeur des ventes, un directeur de production super qualifié. Fait que là, on a fait une longue série d'entrevues, puis on a trouvé 2 candidats qui sont encore avec nous aujourd'hui. Kevin Fournier aux ventes, puis Martin Audette à la production, qui ont de l'expérience dans le domaine, qui savent vraiment où ils s'en vont. Puis c'était un peu comme la première fois qu'on embauchait du monde qui était vraiment plus qualifié que nous autres pour gérer ce qu'il allait gérer. Fait que c'est ça qui a amené l'entreprise vers le haut, parce qu'on a tout fait dans l'entreprise, puis à toute fois qu'on embauchait quelqu'un avant ça, ben, on lui montrait, on le formait, puis on y apprenait la job. Puis là, eux autres, ils ont tiré ça vers le haut, puis dans bien des choses, ils sont plus qualifiés que nous. Fait qu'ils ont aidé à mettre la structure en place. C'est ça, je dis. Là, aujourd'hui, vous avez vraiment une structure d'une entreprise complète, marketing, RH, vente, etc., etc. Là, production, distribution, c'est vraiment une grosse affaire. Là, aujourd'hui, vous produisez maintenant combien de produits distincts? On a 14, il n'y a pas de réponse claire et nette à tout ça. On a 14 produits réguliers, lagabières, qui sont alcoolisés. On a 4 sans alcool, on a 4 seltzer. Et on fait aussi des saisonnières qui viennent à chaque 3 mois, qui changent selon les saisons. Faites-vous encore des bouteilles de vitre ou uniquement de la canette? Uniquement de la canette. La dernière fois qu'on en a fait, ça doit faire 1 an, puis c'est une petite embouteilleuse manuelle. La tendance, c'est la canette. Oui, absolument. Est-ce que c'est plus facile pour vous autres? Oui, c'est plus facile, c'est plus simple, les consignes sont plus simples à gérer. C'est moins lourd aussi pour le transport. Côté facing de tablettes chez les détaillants, dans le fond, c'est plus égal. Il y a beaucoup de détaillants qui prennent plus de bouteilles, justement, parce que il y a un temps, c'était un casse-tête. Eux sont obligés de ramasser les consignes.
puis de gérer ça, puis de retourner chez le Est-ce brasseur. que quand, en date d'aujourd'hui, votre capacité de production ressemble à quoi? On a une capacité avec l'usine actuelle d'environ 70 000 hectolitres. Là. C'est théorique. Là, si on faisait de la bière, de l'ale blonde, prête assez rapidement, on pourrait faire 70 000 hectolitres par année. Ouais. En ce moment, on en fait quoi, une quinzaine? Cette année, on en a fait 15 000. L'an 15 000. prochain, c'est 21 000 le forecast. Fait qu'on a encore beaucoup de jeux. Le but, c'est pas de le remplir. Le but, c'est de ne pas être obligé de regrossir par en dedans dans le futur. Là. Ça se compare à quoi? Tu sais, tu parles d'hectolitres, là, mais pour les gens qui nous regardent, là, ça représente comme quoi, ça, en canette, en caisse? Une Calcule bière vite, aux toi. 10 secondes. Une canette aux 10 secondes. Mais c'est... Une canette aux 10 secondes? Oui, je l'ai calculé. Ben, c'est, en fait, 15 000 hectolitres, c'est 1 500 000 litres. Fait que c'est un petit peu plus que 3 millions de canettes par année l'an passé. L'année passée? Oui. Puis, en tout cas, je l'ai fait pour les... Divisé par le nombre de Divisé secondes par qu'il y a dans l'année. seconde. C'est 9,9 secondes. Donc, comme. 3 millions de canettes par année. Ouais, l'an passé, c'était ça. Puis là, vous êtes partout au Québec? Oui, Pas mal. partout au Québec. Surtout dans tout ce qui est dépanneur épicerie. Il nous reste beaucoup de travail à faire au niveau des restaurants-bars. On vient juste de commencer à mettre en place... disons que pendant la pandémie, c'était pas le temps. Fait que là, on a des représentants pour développer le secteur bar et resto. Mais on est un peu partout au Québec, on exporte aussi. Bon, vous avez fait référence tantôt aux rénovations du pub tout juste ici à côté. Bon, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie à travers tout ça. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça maintenant? On va changer le concept un petit peu. Il va y avoir autant, sinon plus de bières, mais la plupart ne sont pas produites sur place. En fait, si on brasse sur place, ça va être très occasionnellement. Mais on va être davantage restaurant. La brasserie qui était à l'avant, on va l'agrandir un petit peu, puis ça va être une cuisine. Fait que ça va être un nouveau concept. On garde beaucoup d'éléments de l'ancienne... L'ancien endroit, décor, là, on a fait affaire avec un designer qui nous a comme revampé un peu l'image, plus actualiser l'image avec des chemises comme c'est ça, ça. puis de la verdure, puis des Ouais. tapisseries. Mais puis, c'était important pour vous de conserver cet endroit-là? Oui, parce que on s'est posé la question bien des fois pendant la Parce que pandémie. je présume que 95 de la business était Ah, à ouais. l'usine, on s'entend. Oui, là. oui, absolument. C'est un peu accessoire, mais c'est important de le garder pareil? Oui, on a remis ça en question souvent pendant la pandémie parce que c'est évident que pendant la pandémie, On c'est a arraché. plus un problème que d'autres choses. Mais on s'est dit, on revenait tout le temps au même constat, c'est que ça a une valeur marketing aussi. Puis tu sais, c'est pas juste un pub, c'est là que ça a commencé. Fait que je me dis, Il y a un t'sais, attachement, là. si Molson avait... Ils le gardent en plus, le pub, je pense. Ah ouais. Mais tu sais, je veux dire, je sais pas si dans 325 ans, il va encore avoir un Lagabière, mais je me dis, ça a une valeur historique, c'est là que ça a commencé. Il faut qu'on le garde. Puis c'est le fun aussi d'avoir un point de contact direct avec le client. Parce que même si on a un salon de dégustation d'autres usines, c'est pas le même... tu vas pas sortir là, tu vas prendre une bière après ton chiffre, un 5 à 7, mais tu vas pas passer la soirée, aller souper là, nécessairement avec les Ben, c'est sûr que c'est pas, comment je dirais, c'est pas inné d'aller dans un parc industriel pour aller dans... Exact. Tu Plus, sais, ça fait plus agrotourisme un Exact, peu. Là, oui, tu sais. c'est ça. C'est là que le monde va passer une belle Saint-Jean-Baptiste, un beau jour de l'an, une belle Saint-Patrick, venir dans ça. nos anniversaires. Puis c'est dur de développer un sentiment d'appartenance avec le public sans avoir ce point de contact-là. Puis je trouve ça... je pense pas qu'il y ait quelqu'un au Québec qui a une brasserie tatouée sur le cœur que tu fais juste l'acheter à l'épicerie. Tu sais, tu rencontres le staff, tu vois, tu vis la gabière. L'expérience à la gabière, c'est pas juste la canne, c'est aussi l'emplacement Ouais. et l'endroit. Ça. En terminant, il faut parler des bières sans alcool. Il y en a deux ici à ma droite. Ça aussi, c'est une tendance. Bon, là, on est en février, c'est le mois sans alcool, on comprend. Mais les produits sans alcool se sont beaucoup améliorés. Ils sont rendus, pas juste comme tu disais avant l'entrevue, une solution de compromis, Ouais. et c'est rendu bon. Oui. Puis vous avez testé ça aussi, là. Oui, ça a été une année de développement. On a acheté une nouvelle machine qui désalcoolise la bière. Fait qu'en réalité, au lieu de faire une bière, de contrôler la fermentation, de la diluer, on fait une vraie bière. On enlève l'eau et l'alcool, puis on rajoute de l'eau par après. Et ça fait en sorte que ça goûte... C'est pas exactement comme une Tameilleur, mais ça en est à s'y rapprocher pareil. Puis... Ça goûte la vraie bière, au moins. Tu C'est n'as ça. pas l'impression de faire un compromis sur le Intéressant. fait de boire une bière. C'est des parts de marché sont vraiment en augmentation là-dedans. C'est une tendance mondiale. Puis le Québec, il est pas différent. C'est vraiment... C'est une tendance. C'est vraiment une belle tendance. En terminant, je voulais vous remercier personnellement parce qu'il y a quelques semaines, j'ai retrouvé mon produit de niche sur lequel j'étais tombé en amour il y a 10 ans. J'aime beaucoup les IPA américaines, de type américaine, donc la Bomb Bale. Puis là, j'étais un peu malheureux quand elle n'était pas tout le temps là. Tu sais. Puis là, quand j'ai vu que vous l'aviez faite en canette, là, écoute, j'en ai acheté une caisse. Ah, c'est bon. On est bien content de l'avoir revu. Allez-vous la faire longtemps?
Ça dépend. À quel point, si tout le monde en achète une caisse, c'est sûr que oui. Bon, je vais aller en acheter d'autres. Félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, une émission qui va nous toucher droit au cœur. Absolument, la boxe lui a sauvé la vie. Jonathan Richard est avec nous, histoire très touchante. Ne manquez pas ça. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu implante de nouvelles mesures qui seront mises en place concernant la réglementation pour l'abattage des arbres. Oui, on parle parfois de la politique de l'arbre, ça c'est une chose, mais parlons de l'abattage, parce que j'ai toujours cru, à tort ou à raison, que bon, quand c'est en façade, on peut faire ceci, quand c'est à l'arrière de notre propriété, on peut faire autre chose. C'est très, très important de pouvoir communiquer cette information-là à la population, d'autant qu'il y a eu une mise à jour là-dessus. Notre invitée pour en parler, Julie Hanouillen, qui est conseillère à la réglementation au service de l'urbanisme à la Ville de Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bien, je trouve ça important parce que parfois, nous-mêmes, on a des arbres sur nos propriétés, puis on se dit, est-ce qu'on a le droit de couper ou de ne pas couper? Le réflexe premier, c'est de dire, bien, c'est chez nous, c'est ma maison, c'est mon terrain, j'ai le droit de faire ce que je veux. Or, on ne peut pas nécessairement faire ce qu'on veut quand il s'agit des arbres. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui est permis puis qu'est-ce qui n'est pas permis? C'est large, là, mais... En fait, la modification du règlement là, vient étendre l'interdiction d'abattre des arbres à toutes les cours d'un terrain. Donc, avant la modification du règlement, c'était que la cour avant où on ne pouvait pas abattre des arbres. Donc là, l'interdiction vient s'étendre sur l'ensemble du terrain. Donc, c'est ça la principale différence là, suite à la modification réglementaire. Bon. Moi-même, je prends mon propre exemple. Quand je me suis fait bâtir il y a une vingtaine d'années, le terrain que j'avais acheté, mon voisin arrière avait d'immenses arbres qui créaient beaucoup d'ombre, évidemment, sur ma propriété. Ces arbres-là, malheureusement, sont devenus malades. Il les a abattus. C'est un choc pour l'intimité, pour la clarté, pour un paquet de trucs, mais je m'étais informé, comme c'était en cour arrière, il avait le droit de le faire. Oui, vous avez raison, parce qu'avant la modification du règlement, il n'y avait pas de normes qui encadraient l'abattage dans la cour arrière, ni dans la cour du côté qu'on appelle la cour latérale. Donc, il n'y avait pas d'interdiction, de réglementation, un permis n'était pas requis. Donc, avec la modification du règlement, c'est ce qu'on vient modifier pour, dans le fond, renforcer la protection des arbres sur tout le terrain. Donc, le même cas, 20 ans plus tard, ne pourrait pas se reproduire. Donc, le voisin en question devrait aller chercher un permis. Oui. Qui pourrait obtenir ou ne pas obtenir. Tout à fait. Il y a des cas d'exception qui sont prévus, bien sûr, là, si l'arbre est mort, malade, s'il constitue un danger pour la sécurité du public ou pour la propriété. Donc, il faut quand même démontrer ces motifs-là. Et pour certains cas, oui, on peut permettre l'abattage. Donc, on ne souhaite pas qu'il y ait des débris non plus là, sur la propriété ou des arbres qui demeurent morts et qui peuvent représenter un risque là, à la sécurité du public. Donc, il y a des cas d'exception qui sont prévus. Est-ce qu'il y a un diamètre minimum pour considérer un arbre étant un arbre, là? Parce que ça peut être un fouet ou un gros arbre. C'est quoi le diamètre minimum qui fait qu'on ne peut plus lui toucher sans en demander un permis? Bien, vous avez raison. Le diamètre minimal est de... Bien, en fait, ce sont les arbres de plus de 10 cm qui sont visés par l'interdiction d'abattage. Donc, on parle d'un diamètre à hauteur de poitrine. On appelle ça le DHP. Donc, 10 cm de diamètre, c'est à peu près ceci. Ouais. Pourquoi on considère les arbres de ce diamètre-là? C'est qu'en deçà du 10 cm, on parle de jeunes forêts, de jeunes arbres. Donc, à partir de 10 cm, les arbres ont une certaine valeur, puis on souhaite les protéger. OK. Donc, si je résume, avec la modification en date d'aujourd'hui, maintenant, que ce soit en avant, en arrière, sur le côté de la maison, si on a un arbre de plus de 10 cm, on ne peut pas l'abattre sans demander un permis. En fait, il faut demander un permis systématiquement si on souhaite abattre un arbre, à moins qu'il y ait le diamètre inférieur, okay. Oui. Puis là, il y a certains motifs qui peuvent justifier l'abattage, comme on le mentionnait tout à l'heure, les arbres morts, malades, nuisibles, dangereux, là, vraiment. Bon, c'est quoi la procédure
pour demander un permis pour abattre un arbre? On se présente à l'hôtel de ville, à l'urbanisme, on remplit un formulaire. C'est quoi la procédure ou le délai que ça peut engendrer? Bien, la demande, oui, effectivement, se fait principalement par le site web de la ville. Donc, ce sont des demandes de permis en ligne. Les gens peuvent remplir les champs là, au niveau de l'adresse de la propriété. On demande certains documents à fournir, assez simples, là, photo de l'arbre, plan de localisation. Donc, ça peut être un croquis. Là, on ne demande pas nécessairement un plan d'un arpenteur géomètre. On veut juste localiser l'arbre sur la propriété. Puis là, la demande va être reçue par un inspecteur en environnement au service de l'urbanisme qui va faire l'analyse. Donc, s'il y a des questions, s'il y a besoin de précision, il va communiquer avec la personne. Les inspecteurs en environnement peuvent aussi se déplacer sur le terrain pour évaluer. Là. Et ultimement, cette demande-là, si elle est, disons, recommandée par le service de l'urbanisme, va s'en aller au comité de l'environnement pour ultimement même être entérinée dans une décision du conseil? Ça, c'est des demandes qui sont plus particulières. Ouais. La Parce qu'on en procédure voit passer générale... des fois au conseil. Là. J'en vois passer des fois là, des demandes d'abattage d'arbres. Je me rappelle une fois, il y a un monsieur qui était venu et expliquait, une histoire de servitude, je ne sais trop, mais il y a des trucs qui montent jusqu'au conseil quand même. Ça, en fait, c'est une réglementation plus particulière, là, comme par exemple les PIA, qui sont les plans d'implantation, d'intégration architecturale. Là, effectivement, la décision finale se prend par le conseil municipal, mais pour une procédure générale, la demande est prise au service de l'urbanisme par un inspecteur en environnement qui analyse la réglementation. Oui. Bon. Si quelqu'un omet d'aller chercher un permis et abat l'arbre quand même, quelqu'un s'en aperçoit, un inspecteur ou même un voisin, quelle est la procédure? Le citoyen porte plainte, mais il arrive quoi après? La plainte peut être reçue au service de l'urbanisme. Puis là, c'est nos inspecteurs en environnement, encore une fois, qui vont se déplacer pour constater. Ils vont aller prendre des photos, évaluer l'arbre se situait où, puis par la suite, vont faire les analyses requises à savoir si la personne avait un permis. Dans les cas où la personne n'avait pas de permis, elle s'expose à des pénalités, là, donc des amendes. Si l'abattage est fait en contravention de la réglementation. Et les amendes, ça peut ressembler à quoi? Est-ce qu'on a une idée? L'intervalle est très grand, là, donc c'est de 600 $ à 15 000 $. L'amende varie en fonction du nombre d'arbres abattus, de la superficie déboisée. Donc, vous comprendrez que pour le 15 000 $, là, on est dans des superficies plus importantes. Puis, en cas de récidive, là, les amendes peuvent être doublées. OK. Vous avez fait mention tantôt d'arbres malades. Oui. On le sait, à Saint-Jean, comme partout ailleurs, on a des problèmes avec la grille du frêne. Est-ce que ça, c'est pris en considération d'un citoyen qui veut abattre un arbre parce qu'il estime que son arbre est atteint, entre autres, de la grille du frêne? Oui, tout à fait. En fait, ces arbres-là, ils sont jugés comme en dépérissement irréversible là, dû à la maladie. Donc, c'est des motifs qui peuvent justifier l'abattage. Par contre, il y a un point qu'on n'a pas abordé, je ne sais pas celui du remplacement. Le remplacement, tout à fait. J'y arrivais parce que, là, on parle d'abattage, mais est-ce que quelqu'un peut dire, écoutez, je vais abattre cet arbre-là, mais je m'engage à le remplacer, ou de toute façon, j'ai l'obligation peut-être de le remplacer? C'est effectivement plus une obligation. Donc, un peu comme on l'a mentionné au début, l'interdiction visait juste la cour auparavant, mais on exigeait le remplacement de l'arbre. Avec la modification du règlement, on vient également exiger le remplacement des arbres sur tout le terrain. Là, on parlait de la cour arrière tout à l'heure. Puis, ce qu'on recherche, ce qu'on demande, c'est une équivalence du déploiement de l'arbre à maturité. Donc, au niveau de son diamètre, de la portée de sa ramure. Là. Donc, on veut maintenir une canopée qui soit équivalente, voire supérieure. Puis ça, c'est directement en lien avec les objectifs de la politique de l'arbre. Donc, dans la politique de l'arbre, la Ville s'est fixé des objectifs d'augmenter l'indice de canopée, donc de à peu près 18 à 20 en 2033. Donc, pour y parvenir, on a mis cette norme-là pour, en fait, maintenir la canopée qu'on a actuellement. Là. Avant la modification du règlement, est-ce que dans une ville comme Saint-Jean, est-ce qu'il y avait beaucoup d'abattage en arrière-cour qui se faisait de façon aléatoire ou même de façon illégale en façade? Est-ce que c'est quelque chose qui, malheureusement, est trop souvent courant? Bien, en fait, c'est difficile à évaluer, les arbres en cour arrière, parce qu'on n'avait pas de réglementation. Donc, on peut pas... pas vraiment de registre. On ne pouvait pas de données de constat d'infraction, puis c'est difficile on n'a pas le relevé de chacun des arbres privés dans les cours arrière. Par contre,
on n'avait pas de réglementation, donc il n'y a rien qui interdisait de le faire. Donc, c'est un pas en avant vers la protection des arbres. C'est une action qu'on fait de plus pour venir protéger tous les arbres sur un terrain, donc tout notre patrimoine arboricole. Pour obtenir un permis, est-ce qu'il y a des frais de rattacher à ça? Actuellement, il n'y a pas de frais, mais il y a un frais qui pourrait être fixé à une prochaine séance du conseil municipal. Bon. Vous faites référence aux arbres qui ne sont pas vraiment répertoriés, mais c'est une question que je pose comme ça, mais quand l'évaluateur vient là, à chaque 5 ou 10 ans faire l'évaluation foncière, est-ce qu'éventuellement, est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils pourraient, dans l'évaluation de notre propriété, indiquer la présence d'arbres ou c'est pas vraiment réaliste de penser ça? Ça, c'est une question, je n'ai pas vraiment la réponse. Par contre, Ouais. nous, avec nos outils géomatiques, on est capable d'avoir une idée de la canopée, mais pas Ouais. précisément de chaque Ouais. arbre où ils sont localisés. Les arbres de la ville, il y en a une partie qui sont géoréférencés, Oui, là, c'est donc ça, ouais. qu'on a cette donnée-là. Par contre, sur le domaine privé, C'est plus difficile. on n'a pas encore ces Sauf avec données-là. Google Maps. Oui, Quand c'est ça. c'est- Bien, c'est sûr que Quand c'est des... Google Maps est à jour. Mais c'est des outils quand même on utilise, là, qu'un Ouais. citoyen pourrait là, tu sais, nous montrer l'arbre sur Google. Mais est-ce qu'il y a Street d'autres View. municipalités? Est-ce qu'on était encore dans les dernières municipalités à ne pas avoir de réglementation sur l'avant et l'arrière? Ou est-ce qu'on est novateur? Est-ce que... Je vous dirais qu'on se colle un peu aux autres municipalités. Il y a peu de municipalités dans des villes comparables là, que j'ai comparé Ouais. la réglementation qui encadrait pas la protection des arbres en cour arrière. Donc, c'est bien qu'on le fasse, là. Donc, on devient un peu comme la majorité des villes qui ont des réglementations sur l'abattage, autant à l'avant qu'à l'arrière. Oui, puis c'est tout à fait en lien avec la politique qui a été adoptée récemment, donc en décembre. C'était une des actions là, qui était prévue dans la politique, donc on met en œuvre maintenant. Là. Tout à Donc, fait. ça va faire partie d'une série d'actions là, qui vont être pilotées par à la fait. Division du développement durable, mais c'est une première C'est action. c'est un changement de culture, mais en même temps, c'est une mise à jour de l'information parce qu'il y a même des gens qui pensaient qu'en façade, ils pouvaient le faire ou pas. Donc là, maintenant, vous le savez, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, vous devez demander un permis. Un gros merci. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Encore quelques jours jusqu'au 26 février pour aller voir Histoire d'entreprise, exposition collaboration entre le Musée du Richelieu, une exposition qui est à la bibliothèque à Saint-Luc. À demain.